Pascal, ouais, je te propose de commencer. Je te laisse. D'accord. Bon, Hop. bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire d'explication sur notre appel à projet Coalition Next en 2024. Et nous vous souhaitons à tous d'abord une excellente année, plein de réussites. On sait que pour les entrepreneurs de la santé numérique, c'est un parcours semé d'embûches et vous faites preuve de beaucoup de résilience et d'efforts. Donc, on salue tous ces efforts. Et justement, l'appel à projet Coalition Next a pour objectif de mettre en valeur les startups de la santé numérique à travers un programme original qui existe maintenant depuis 5 ans. Coalition Next a été créé en 2020 au moment du Covid en France. Et l'objectif était de trouver des solutions innovantes pour pouvoir connecter les patients atteints de maladies chroniques avec les personnels soignants, alors qu'on était en pleine période, vous vous souvenez, de confinement et d'arrêt de réception des malades atteints de maladies chroniques dans les hôpitaux. Depuis, Coalition Next a beaucoup évolué. Évidemment, ce genre de sujet reste d'actualité, hein, comment suivre les patients atteints de maladies chroniques. Mais il s'est passé beaucoup de choses et en particulier, on a vu l'éclosion de tout ce qui était technologie de télésurveillance, de suivi de patients à distance, de télémonitoring, de téléconsultation, qui commence à être maintenant bien ancré dans notre paysage, et avec même le remboursement d'un certain nombre de ces solutions. Donc nous continuons, nous, avec les membres de Coalition Next, de chercher des solutions innovantes qu'on peut expérimenter dans les hôpitaux membres, ou d'ailleurs volontaires, hein, euh, voilà, qui mettront à disposition des personnels soignants, des patients, leur plateau, et également les industriels du médicament ou du medical device, la medtech, donc, qui, eux, soutiennent financièrement tout ou partie de l'expérimentation que vous mènerez avec les hôpitaux volontaires. Donc, l'appel à projet Coalition Next, depuis le début, regroupe de très nombreuses startups. La première année, nous avons eu 405 réponses. La deuxième, encore 300. Ouais, La troisième année, on a essayé de réduire encore un peu, mais on en avait encore plus de 150. plus de 150. La quatrième année, on en avait encore 130. Ce qui prouve la valeur, l'engagement et le foisonnement, la vitalité de notre écosystème de startups du numérique en santé. Même si les conditions de financement se sont un peu durcies avec la hausse des taux d'intérêt et avec la difficulté à trouver un peu plus d'argent, malgré tout, le paysage s'est un peu éclairé avec les business models, en particulier avec les remboursements et avec les perspectives au niveau français, au niveau européen. Et donc aujourd'hui, les startups commencent à être plus structurées. Celles qui émergent, en général, arrivent à proposer des choses de grande valeur. Et on voit arriver des nouvelles technologies comme, bien entendu, ce qu'on appelle la generative AI, donc l'intelligence artificielle générative avec les large language models, etc. Donc, il y a aussi une éducation des hospitaliers et des médecins qui commencent pas tous bien entendu, mais à sentir de plus en plus l'intérêt d'utiliser des outils digitaux dans leur métier, que ce soit pour gagner du temps, mieux servir leurs patients, mieux les prendre en charge, donc gagner du temps de médecin, mieux servir les patients, pouvoir continuer effectivement à fluidifier le parcours, notamment entre l'hôpital et la ville de domicile, à impliquer plus de professionnels de santé avec les pharmaciens qui ont un rôle plus important. Je dis ça parce que Nicolas est notre docteur en pharmacie. Et, euh, et évidemment, avoir également l'utilité d'intelligence artificielle, en particulier dans la clinique. Mm. Voilà. Le dernier point, c'est que de plus en plus, l'organisation hospitalière
joue énormément pour tous les objectifs que nous venons de citer. Et effectivement, gagner du temps de médecin, gagner du temps en général dans un parcours de soins, ça permet également aux industriels eh bien, de mieux comprendre ce qui se passe et éventuellement eh bien, d'utiliser mieux leurs ressources, d'utiliser mieux également les produits qu'ils vendent, éventuellement d'en vendre plus si, par exemple, les salles d'opération sont mieux utilisées. Donc à la fin, tout le monde est gagnant. Les patients parce qu'ils ont des accès plus simples et un soutien meilleur. Les personnels soignants parce qu'ils peuvent mieux faire leur métier. Et vous, les startups, parce que vous pouvez proposer des solutions qui vont être expérimentées. Donc voilà l'intérêt de Coalition Next. Et donc, on va vous expliquer un peu comment fonctionne. Nicolas va vous expliquer comment fonctionne Coalition Next cette année. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la philosophie et les objectifs de Coalition Next, à poser d'ores et déjà des questions. On a accès à vos QNR, donc posez-les par écrit. Et puis, aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir quelques établissements hospitaliers qui pourront également vous donner leur point de vue. Voilà, Nicolas, c'est à toi. Oh, je ne vais pas le faire tout seul, mais euh, pour le programme d'aujourd'hui, donc on a commencé avec l'introduction de Qui sommes-nous? Pascal l'a très très bien introduit et n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut y répondre avec plaisir. Tout d'abord, avant de passer aux questions directement, on va tout d'abord passer sur une présentation de l'appel à projet général qui va durer une dizaine de minutes, peut-être un peu plus, selon s'il y a des questions qui sont directement liées. Une partie sur comment candidater, évidemment, voir un petit peu tout le b.a.-ba et les caractéristiques qu'il faut apporter pour pouvoir candidater. Et enfin, il y aura plus de temps sur les questions vraiment plus spécifiques qui ne se sont pas liées soit à comment candidater, soit sinon à la présentation de l'appel à projet de manière générale. Tout d'abord, peut-être le plus important, je fais les slides en même temps, la clôture des candidatures. Elle aura lieu le 31 janvier à midi, c'est-à-dire que c'est le moment où il faut envoyer les candidatures. Évidemment, comme chaque année, il y a des personnes derrière à la technique qui s'assurent de vérifier que les dossiers sont bien envoyés, qu'il n'y ait bien pas de soucis sur la plateforme de soumission. Donc, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Vous avez toutes les infos dans le guide de candidature, sur le site internet, partout. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a la moindre question, le moindre problème. Il y aura quelqu'un qui vous répondra très rapidement. Peut-être une petite revue, mais vous l'avez déjà dans le guide des candidatures et sur le site internet, des partenaires qui sont présents cette année. On retrouve des partenaires historiques qui étaient là déjà depuis plusieurs années, des nouveaux également. Je vous encourage à les regarder, à voir les domaines d'intérêt de ces derniers, à voir un petit peu tout le réseau. Il y a de plus en plus de partenaires qui sont présents avec des activités et des scopes qui sont nouveaux, je dirais, avec l'arrivée, par exemple, de différents réseaux de centrales d'achat, de centrales de référencement, de la medtech, du laboratoire, également plein d'établissements spécialisés ou non, que ce soit des CHU, des établissements spécifiques dans les CLCC par exemple, avec de l'oncologie, de la maladie rare, etc. Je vous laisserai en prendre connaissance. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Imen Smaili, qui est donc des HCL, donc des Hospices Civils de Lyon, et qui est également présent en backup. Alors, elle n'a pas sa caméra disponible, mais qui est là en audio façon podcast un peu, pour répondre à toutes les questions avec ce point de vue hospitalier. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Toute question aura une réponse. Presque. Presque, j'espère. Merci. Alors déjà, je vois une première question, peut-être avant de rentrer dans le scope très précis de la présentation. Alors, répondre en direct, parfait. Donc, nous développons une solution dédiée un peu aux médecins hospitaliers, mais surtout aux médecins libéraux. Est-ce que c'est hors scope? Non, pas du tout. Vous allez voir dans les thématiques, ça correspond bien. Il faut évidemment que ça corresponde à l'ensemble des professionnels et que ça réponde à un besoin, soit du parcours de soins, soit d'une pathologie, soit d'une problématique. Mais non, ce n'est pas exclu. À la particularité près que dans Coalition Next, il n'y a pas
de structures qui rassemblent des médecins libéraux. Il n'y a pas, par exemple, de MSP, de CPTS ou d'autres structures qui sont plus présentes dans les libéraux de ville, je veux dire. Donc, il faudra aussi avoir des professionnels qui sont déjà intégrés pour pouvoir faciliter en fait la mise en place. Après, non, non, c'est pas du tout hors scope, en tout cas avec ces informations-là. Pour la présentation de l'appel à projet cette année. Avant de rentrer dans le vif du sujet des thématiques, je vous propose de balayer la timeline de cette année pour voir les horizons temporels du projet. Donc, on a jusqu'au 31 janvier 2024 pour les candidatures. Tous les dossiers devront être posés avant cette date pour permettre à tous les membres de coalition, évaluateurs et également ceux des différents comités, de prendre connaissance des candidatures, de les regarder durant les mois de février et mars. Ça se fait en plusieurs étapes. Il y a un process interne qui est un petit peu plus détaillé sur le guide de candidature, avec d'abord une présélection des projets pour vérifier qu'ils sont éligibles, que voilà, il n'y a pas de dossiers qui sont complètement hors scope ou tout simplement qui sont des dossiers ratés, par exemple envoyés trop tôt, etc. Une partie de sélection sur dossier. Donc, on va le détailler un petit peu plus, mais avec les différents membres de Coalition Next qui vont analyser les dossiers, en prendre connaissance et faire des retours d'évaluation, comme pour ceux qui ont pu candidater les années précédentes, écrits. Donc, on fait un retour justifié de ce qui peut être analysé, ce qui peut être regardé, les manquements, mais comme les choses qui vont très bien. Cette partie de sélection est clôturée le 27 mars prochain avec le pitch day. Donc, parmi toutes les candidatures qu'on reçoit, et elles sont très nombreuses, ça demande beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on a un temps de sélection qui est si long. On clôture par un pitch day qui va permettre à entre 10, 15, voire 20, s'il y a vraiment des très très bons projets, candidats de pitcher pendant un jour devant un jury d'experts. Le jury d'experts, ça rassemble plein d'organisations de Coalition Next qui peuvent être, comme on l'a dit, des industriels de santé, des établissements de soins, des associations de patients aussi, des experts en médical, en marketing, etc., pour en fait commencer à créer des groupes de travail qui vont donner des ateliers pendant les 6 mois d'après. Le but de ces ateliers, c'est les personnes qui ont un intérêt, start-up, industriels, établissements, sont réunis autour de la table, autour d'une table virtuelle, souvent c'est par Zoom, surtout si c'est à distance au niveau français, pour permettre de trouver ensemble des points de cohésion, des points et des éléments pour mener le projet. C'est souvent long, mais c'est un process qui est obligatoire aujourd'hui pour réussir des projets, c'est de se parler et c'est de créer tout ça, ces échanges et cette mise en relation. Si on s'attarde maintenant un petit peu plus sur la partie thématique. Alors, la thématique de cette année, c'est, je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais c'est pas une grande révolution, en tout cas sur les sujets. On n'a pas de nouvelles choses qui changent par rapport, mais par contre, on a des éléments qui ressortent qui sont quand même nouveaux, et qui sont nouveaux et qui sont en fait un prisme ou une vision qui est différente. La thématique générale de cet appel à projet, il va être redéfinir le futur de la santé, personnalisation, prévention, efficience. C'est les 3 mots qui dirigent la thématique générale, qui est déclinée après en 3 thématiques précises. Une première, comme on l'a parlé en introduction, sur le parcours de soins. Comment on le révolutionne aujourd'hui? Comment on va personnaliser, assurer de la continuité dans l'expérience patient, que ça soit à l'hôpital, à la ville, au domicile. Pour reprendre la question de tout à l'heure sur est-ce qu'il y a un intérêt ou un hors scope sur un projet qui va toucher à la fois les médecins libéraux et hospitaliers? Eh bien non, pas du tout. On voit que ces solutions ont tout lieu d'être. Il faut qu'elles répondent à un besoin spécifique. Ça ne sert à rien d'assurer une continuité dans un élément qui est déjà en continuité. Mais par contre, quand il y a des pain points spécifiques sur un parcours de soins, let's go, allons-y. Il faut proposer des solutions numériques pour y répondre. Une deuxième partie sur l'innovation pour la prévention secondaire et tertiaire. Prévention secondaire et tertiaire, pourquoi? Parce que c'est tout simplement les éléments qui vont être très importants pour Coalition Next et les acteurs qui sont impliqués dedans. Aujourd'hui, les acteurs qui sont présents en Coalition Next ont moins d'actions sur la prévention primaire, mais beaucoup plus sur la secondaire et la tertiaire. Et il y a énormément de potentiel sur ces éléments-là. Notamment, on le voit dans la description qu'on va voir après,
sur tout ce qui touche à la donnée, tout ce qui touche à la compréhension de cette prévention grâce à la donnée, et aux solutions numériques, de manière générale. Voilà. Et pour, là, c'est une grande nouveauté cette année, ce thème particulier de la prévention secondaire et tertiaire. On l'a imaginé en partenariat avec Paris Santé Campus et BPI France, qui, comme vous le savez peut-être, ont lancé en fin d'année dernière un startup studio et un fonds autour de la prévention autour des sociétés innovantes dans le domaine de la prévention secondaire et tertiaire. Et donc, en fait, cet appel à projet de coalition Next va servir également à BPI France et Paris Santé Campus pour regarder quelles sont les startups intéressantes qui y répondent et celles qui seront éventuellement sélectionnées, et réciproquement, un certain nombre de startups qui sont déjà dans le scope de ce startup studio de BPI France et Paris Santé Campus peuvent répondre et sont engagés à répondre à cet appel à projet de coalition Next, puisque elles pourront éventuellement bénéficier d'une subvention, d'un soutien financier de la part des industriels de Coalition Next. Donc, en fait, nous avons réuni nos forces, Paris Santé Campus, BPI France et Coalition Next, pour, en particulier, ce sujet-là de prévention secondaire et tertiaire. Donc, on vous encourage vivement, si vous êtes dans ce domaine, à répondre à Coalition Next. Troisième élément, la thématique sur la pratique sanitaire du futur. Donc, c'est le troisième pilier de cet appel à projet qui va se concentrer sur l'efficience et l'accessibilité du soin. Donc, tous les éléments qui vont permettre aux professionnels de santé de pouvoir exercer avec une meilleure efficience de soins, une meilleure qualité, un meilleur environnement également avec toute la prise en compte de la QVCT et tous les éléments qui incombent à l'automatisation, par exemple, de ces tâches. On en a parlé tout à l'heure avec la Generative AI. C'est quelque chose qui est en grande émergence et je pense qu'on va trouver des très, très belles solutions cette année sur ce sujet-là. C'est là aussi un sujet extrêmement important. L'efficience devient clé dans les établissements hospitaliers. L'accessibilité, bien entendu, aussi. Euh, on voit que certaines organisations ont du mal à libérer, d'abord parce qu'il manque du personnel, évidemment, dans les établissements hospitaliers, mais également parce que les styles de management et l'utilisation d'un certain nombre de solutions, je suis pas là pour prêcher, on n'est pas là pour prêcher un solutionnisme technologique à tout crin, mais quelquefois l'utilisation de solutions bien fichues, simples et bien pensées peuvent considérablement améliorer l'efficience des personnels soignants et le parcours patient à l'intérieur euh, d'un établissement hospitalier, ainsi que le débit de l'établissement hospitalier. Donc, il y a vraiment un gisement ici très important qui fait également partie de la volonté d'accélération, que ce soit l'Agence de l'innovation en santé ou d'autres, ou la direction du numérique en santé. Et on est dans la droite ligne de cette volonté d'efficience. Et donc, évidemment, les établissements hospitaliers, peut-être, Imen, tu peux en dire quelque chose, les établissements hospitaliers recherchent l'efficience et le débit général de l'établissement. Alors, oui, je confirme effectivement les problématiques que rencontrent les établissements de santé depuis des années et qui sont accentuées avec l'arrivée du Covid, font bien émerger un peu des problématiques de management, d'efficience, des problématiques économiques pures et qui font appel à tout le système de santé, pas qu'aux établissements, hein, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique, dans une approche centrée sur le patient, sur son parcours de A à Z. Donc, d'une prise en charge plutôt totale et globale. Et je pousse peut-être un peu en avance, un peu ce message un peu aux porteurs de projets à réfléchir global avant de se focaliser sur ce projet. Alors, comment le projet s'insère dans le parcours de santé du patient et quelle est sa valeur ajoutée, quelle épine il enlève un peu du pied pour tout le système de santé et pas qu'à l'établissement de santé. Voilà. Merci beaucoup, Imen. C'est un très, très bon point, effectivement, de l'insertion dans le parcours de soins et
de réfléchir à une solution toute seule, exempte de tout un environnement et un Exactement. écosystème qu'il y a autour. En regard de ces 3 thématiques, il y a également un scope, on va dire, un petit peu plus macro, qui est regardé. L'objectif, c'est de répondre à ces 3 thématiques, mais aussi de s'intégrer dans les domaines qui sont intéressants pour les organisations membres de Coalition Next. Alors, on les a listés ci-dessous sous format d'aire thérapeutique ou d'aire médicale, comme on pourrait le spécifier. De l'oncologie, de la maladie rare, de l'infectiologie, des pathologies chroniques, de l'obésité, santé de la femme, tout ce qui touche au VIH également et à la santé mentale. C'est les éléments qui vont être priorisés dans le cadre de Coalition Next, qui vont être regardés attentivement. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas regardés, mais il y aura un scope particulier puisque ça fait partie des éléments d'intérêt des partenaires qui sont ici présents et qui peuvent justement apporter des solutions enfin, une réponse à des solutions proposées dans le cadre de candidature. Dans le guide de candidature, vous pouvez trouver un aspect plus détaillé des thématiques où on détaille, comme on l'a fait à l'oral aujourd'hui, un petit peu plus le détail, les attentes, les caractéristiques qui sont attendues. Encore une fois, c'est un scope et c'est une intention générale. Cela ne veut pas dire que si ça ne répond pas précisément à cette attente, la solution est à jeter à la poubelle. Mais ça sera peut-être moins regardé ou moins une priorité dans le cadre de cette année. Vous trouverez également dans le guide de candidature des exemples de use case. Ces exemples de use case, comme ils sont définis, ils servent d'exemple. L'objectif, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, dans l'innovation numérique pour la prévention secondaire, qu'est-ce qui pourrait être attendu par les membres de coalition? On a un exemple, en oncologie, ça pourrait être une solution qui va aider à la structuration des données de santé, qui sont non structurées, à des technologies comme de l'intelligence artificielle ou du NLP, donc de l'automatisation du langage naturel, enfin traitement automatique du langage naturel, pour aider à la structuration de ces données. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que seuls ces projets-là en oncologie seront analysés. Ça permet plutôt de donner quel type de use case sont attendus dans le cadre de Coalition Next. Vous pouvez en retrouver différentes variétés dans chaque domaine, avec d'un côté, on voit de l'oncologie à plusieurs endroits, de la gestion du médicament, de la gestion des dispositifs médicaux, de la formation des professionnels. Voilà, il y a différents use cases pour vous donner une idée et brosser un use case idéal Voilà. qu'on peut retrouver dans le cadre de Coalition. Voilà, on sait bien que vous avez des solutions à proposer. Et que parfois le titre, par exemple, innovation numérique pour la prévention secondaire et tertiaire, peut être, voilà, vous pouvez vous demander est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas. Donc on a donné, est-ce que ma solution répond à ça? Donc on a donné des exemples de use case, de façon à ce que ça puisse vous donner des idées. Évidemment, si vous n'êtes pas dans un de ces use cases, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre, au contraire, hein. Mais voilà, vous avez, ça vous donne des idées. Si vous répondez, bien entendu, vous êtes dans un de ces exemples de use case, c'est formidable. Mais si vous êtes dans un autre exemple, bah, c'est formidable aussi et on regardera avec toute l'attention nécessaire. Alors, donc, il y a la question, peut-on être sur 2 thématiques posées par Frédéric Naon? Alors tout à fait, on peut être sur 2 thématiques. Lors du formulaire de candidature, il faudra choisir entre l'une des 2, Ah oui. tout simplement sur un côté administratif, c'est Ah oui. pour faciliter l'évaluation par les membres. Donc il y aura un choix à faire, mais ce n'est pas pour ça que ça sera pas évalué par l'un ou l'autre des comités. Ça permettra de faciliter sa sélection ou pas. Donc oui, vous pouvez tout à fait être à cheval sur les 2 thématiques. L'idée, c'est que les thématiques proposées aujourd'hui, elles servent en fait de scope général à ce qui est recherché et on peut tout à fait être présent dans plusieurs éléments. Il peut avoir de la prévention secondaire qui s'inclut dans un parcours de soins, par exemple. C'est tout à fait possible. Et évidemment, ce sera apprécié et ce sera valorisé sans problème. Bien sûr. Alors, question suivante. je l'affiche. Oula, je l'affiche comme ça, c'est bon. Donc, bonjour, pouvez-vous parler quand vous parlez de use case, il faut un cas concret déjà déployé avec des métriques ou cela peut se concentrer sur un projet déployé dans un état? Alors, très, très bonne question. Est-ce qu'il faut un cas concret déjà déployé avec des métriques, de KPI, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, ou cela peut-il concerner un projet pas encore déployé dans un établissement ou chez un client? Alors, Un peu des deux. un peu les deux. Donc évidemment, si vous avez déjà déployé, c'est quand même beaucoup mieux.
Et Imen, tu ne me contrediras pas que si déjà c'est déployé quelque part, ça donne quand même plus confiance. Parce que n'oublions pas que l'expérimentation, le déploiement va se faire dans un établissement et que l'établissement ne déploie pas quelque chose qui n'a pas une certaine qualité quand même, hein, parce que derrière, il y a des patients, il y a des médecins, il y a des personnels de santé, etc. Donc, on ne va pas déployer n'importe quoi, hein, c'est bien entendu. Donc, effectivement, si vous avez un cas concret déjà déployé avec des métriques, c'est vraiment très bien. Et surtout, mettez-le. Mettez-le, indiquez-le en grand, en gras. Cela peut-il concerner un projet pas encore déployé dans un établissement ou chez un client? Oui, bien entendu que Coalition Next, depuis le début, a toujours également valorisé les projets qui sont porteurs, hein, qui sont porteurs d'avenir et qui sont prometteurs. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Indiquez quand même pourquoi, malgré tout, le fait de le déployer sera bénéfique pour l'établissement, pour les patients, pour les personnels, etc., même si ça n'a pas été déjà déployé quelque part. Donc, par exemple, si vous êtes en train de chercher le marquage, ouais. le marquage CE, par exemple, il faut bien le mettre et dire quand est-ce que vous allez l'avoir. Si vous êtes bien compliant, enfin, Oui, en phase en avec. phase avec les différentes recommandations de la DNS, de l'ANS, de la HAS, etc. Mettez-les en ce qui concerne les standards. Donc voilà, surtout, mettez bien tout ce qui va donner confiance finalement aux industriels et aux hôpitaux pour déployer. Donc si ça a déjà été déployé, évidemment, la confiance est un peu plus importante. Si ça n'a pas été déployé, donnez tous les éléments nécessaires. Cela dit, on est toujours très intéressé par les startups prometteuses. Un petit détail peut-être aussi pour qu'il soit déjà déployé ou prêt à déployer. On note bien le prêt à déployer. Il faut quand même une certaine maturité, pas un projet qui soit encore trop à un stade précoce. Il y a quand même cet effet plug and play qui est cherché dans Coalition Next. Cependant, déjà déployé ou prêt à déployer, c'est important de saisir la robustesse de ce que vous portez derrière, de comprendre les métriques qui vont être analysées. Par exemple, vous avez déjà déployé, vous avez déjà des métriques d'efficacité ou en tout cas peut-être de gains médico-économiques, que sais-je. Ça peut être intéressant de se dire, ben voilà, ce déploiement, ce nouveau déploiement que je souhaite faire avec Coalition Next va permettre d'évaluer peut-être des métriques nouveaux ou de les évaluer à plus grande échelle, ou sinon de comprendre comment s'utilise la solution dans d'autres cas. Ça peut être également ça. Pareil pour les cas à déployer, il faut bien identifier en amont qu'est-ce qu'on va chercher, quel est le gain que l'on va aller regarder, et pas juste se dire on déploie et on attend de voir ce qui se passe. L'idée, c'est de se dire, si on déploie auprès d'un établissement, et Imen, je te laisserai compléter, mais si on déploie demain auprès des HCL, l'objectif, c'est de se dire, avec les HCL, on va aller regarder quels éléments montrent que la solution a eu de l'efficacité, a fait gagner du temps sur un patient, sur un médecin, sur une qualité de soins ou autre. C'est très important de le faire et on ne le fait pas au petit bonheur la chance en se disant ça aura des résultats un jour. Imen, tu veux peut-être ajouter quelque chose là-dessus? Non, je pense que vous avez fait le tour des choses, mais juste pour rassurer ceux qui ont des solutions au pré-déploiement avec des KPI ou des mesures, des indicateurs. On a également au niveau des hôpitaux des méthodologistes qui accompagnent un peu les projets pour s'assurer que ça a été bien étudié, qu'ils n'ont pas oublié des choses, que des fois quand on est dans un hôpital, il y a des choses auxquelles on n'y pense pas, ou quand on n'est pas dans un hôpital, il y a des choses auxquelles on n'y pense pas, mais qui intéressent les cliniciens et qui intéressent tout le système clinique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas trop de crainte. La seule chose, et je suis désolée de dépasser un peu la question, c'est la robustesse pour moi de la solution qui n'a pas encore été déployée ou qui n'a pas fait ses premières POC, c'est quand on n'a pas de visibilité du marché. Ça veut dire qu'elle manque un peu un minimum de vision marketing ou de marché, quelle est sa valeur sur le marché, qu'est-ce qu'elle peut apporter, ça intéresse qui, un peu de benchmark, un peu de veille technologique. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et très importantes. Après, l'idée aussi de Coalition Next, c'est de déployer les solutions et de sortir des maîtrises pour dire oui,
c'est intéressant, non, c'est pas intéressant, ou c'est intéressant à condition d'améliorer telle chose. Voilà les choses auxquelles il faudra aussi faire attention, etc. Bon, effectivement, quand on est à des TRL plus élevés, c'est plus intéressant pour tout le monde, mais pourquoi pas aussi à des TRL plus bas. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Imen. Il y a d'autres questions, je crois. Ben, ce qui est parfait, c'est que ça va permettre de faire la transition juste après les critères d'éligibilité. On passera sur les critères de sélection, vu que la première question est sur ça et la deuxième, on pourra y répondre. Euh, Tout d'abord, très rapidement, puisque c'est quand même un sujet important, euh, lorsqu'on candidate, quels sont les critères juste d'éligibilité? C'est-à-dire à quel moment la candidature est recevable et bonne. Je préfère le rappeler puisqu'on a déjà eu les années précédentes quelques surprises avec des solutions qui malheureusement ne rentraient pas dans le scope. Donc, mieux vaut les rappeler. Premièrement, ce qui est attendu, c'est un dossier complété, donc c'est-à-dire le formulaire, le dossier de présentation avec le diaporama et le support vidéo, en français de préférence, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va faire des déploiements sur le territoire français et c'est quand même plus facile une fois arrivé sur le terrain auprès des médecins, auprès des professionnels de santé, des patients, de pouvoir discuter tous ensemble sur au moins des personnes qui sont francophones. Ça facilite beaucoup les choses. Qui peuvent candidater? Une entreprise, ça peut être une société, une association, une fondation. L'élément important, puisqu'on nous pose la question chaque année, il faut une structure juridique derrière qui puisse porter le projet. Et malheureusement, on ne peut pas répondre à des problématiques qui sont par exemple portées par un médecin et qui l'a créé tout seul sans structure à côté, ou en tout cas si ce n'est pas structuré sur une société. C'est un peu trop en amont pour nous. Ensuite, les thématiques, évidemment, le territoire français, on en a parlé. Et ensuite, les éléments, évidemment, c'est d'être avec un impact et une plus-value médicale dans cette démarche de collaboration ou de cette démarche partenariale. Le but aujourd'hui, ce n'est pas juste d'arriver dans la coalition, avoir un financement et faire ce projet. C'est de se faire un projet à plusieurs entités, collaboration avec des établissements de soins, des industriels, d'autres partenaires. Il y a aussi des associations de patients, des institutions de l'innovation diverses et variées. Et enfin, un élément important, puisqu'on nous l'a posé également plusieurs fois cette année, on peut faire des projets en collaboration. Plusieurs structures, plusieurs entités peuvent proposer un projet commun. Il y en a peu. On a peu de projets qui portent ça, mais c'est une très bonne idée et ça répond à beaucoup de problématiques, souvent sur comment on s'intègre dans le parcours de soins, comme tu pouvais en parler tout à l'heure, Imen. Si on revient sur les critères de sélection, alors je vais prendre d'abord la question et puis après passer en revue la partie phase de sélection. La question est la suivante. Oups, normalement, c'est bon. Quelle importance accordez-vous à l'innovation tech est-elle essentielle? Alors, encore une fois, j'ai l'impression qu'on répond à toutes les questions par oui et non. Mais l'innovation tech en elle-même nous intéresse pas. C'est pas parce que c'est un nouvel algorithme, une nouvelle technologie que le projet va plaire forcément. Ce qui est intéressant, c'est comment va être utilisée cette innovation. Si on a une innovation tech qui est nouvelle et qui n'est pas employée ou jusqu'à présent et qui répond à un besoin de parcours de soins, pathologie, diagnostic, enfin peu importe, qui rentre dans la thématique, évidemment que ça a de l'importance. Par contre, aujourd'hui, si on a deux solutions qui répondent à la même chose, strictement la même chose, qui utilisent deux technologies différentes, c'est pas parce que la technologie est plus innovante que l'on va y accorder plus d'intérêt ou pas, sauf si vraiment ça apporte une valeur ajoutée. Oui, voilà. Et évidemment, ce qui est très important, euh, euh, c'est que l'innovation technologique que vous portez permet à la solution d'être plus pérenne. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous développez aujourd'hui dans un vieux langage avec des développements voilà, très datés, c'est sûr que Oui, ça sera, on regardera et ça sera sûrement moins porteur que les choses plus modernes. Donc, l'innovation technologique est quand même relativement importante parce que, en général, elle apporte également son lot de de robustesse. robustesse et d'innovation dans la solution, c'est-à-dire fonctionnelle, pas seulement une innovation technologique. Donc, oui, oui, bien sûr, c'est quand même intéressant et important. La question peut-être suivante. Tout à fait.
Alors, comme ça. Alors, bonjour. L'analyse des données de santé via l'IA pour accélérer la recherche médicale est-elle pertinente ou trop en amont par rapport au use case visé? Ah non, C'est la non. même, c'est la même question pour moi. Oui, oui, pas du tout. Pas Non, du non, tout. c'est non, non. Oui, non, mais en fait, il faut comprendre que la solution qui utilise soit de la tech, soit de l'IA, soit de la donnée, etc., c'est son impact qui nous importe, c'est son impact et c'est son Ah, potentiel de déploiement qui nous intéresse, au fait. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. Après, quelles solutions vous avez mobilisées, ça, c'est variable. Aujourd'hui, on a des leviers techniques, technologiques, IA, etc. Ça, c'est ouvert et on n'a pas de restrictions, je pense, ah, sur ça, sauf ouais. si Pascal. Non, 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 Imen, non, sur la technologie, on n'en a pas. Là, madame, ce que vous dites, c'est est-ce que parler d'IA dans la recherche médicale fait partie des sujets qui intéressent Coalition Next? Oui, si, bien entendu, ça prend en compte l'intérêt des hôpitaux et l'intérêt éventuel des industriels. Donc si c'est quelque chose qui est vraiment heu, confiné, j'allais dire, à une unité de recherche à l'INSERM, et en phase de prématuration très, très, très en amont dans la recherche et que ça n'a pas une application Pratico-pratique, ça assez se fait. pratique, oui, dans le domaine, si vous voulez, dans un hôpital tout de suite, ou pour un industriel, ça va être un peu plus compliqué. En revanche, si c'est l'utilisation de données pour faire progresser la recherche et que tout le monde y trouve son compte, parce qu'il y a un intérêt, je sais pas, c'est de la recherche clinique, pour un hôpital de faire de la recherche clinique, c'est toujours intéressant et ça peut même être rémunérateur et pour un industriel, c'est aussi très intéressant. Oui, bien sûr, à ce moment-là, il faut le proposer. Parfait. Alors, avant d'enchaîner sur les prochaines questions, puisque j'en vois plusieurs qui sont sur une partie plus pratique de candidature, euh, je vous propose de passer rapidement en revue les différents éléments qui sont pris en compte dans les critères de sélection. Euh, les critères de sélection, vous le retrouvez sur le guide de candidature. Un premier élément qu'il faut peut-être mettre en avant, c'est que les critères de sélection qui sont mis ici sont mis à disposition également du jury. Le jury qui va être présent et le comité de sélection va avoir en fait différents outils pour évaluer les candidatures et différents outils pour apprécier chaque candidature sur les éléments. Cependant, ça reste quand même lui qui est pérenne, qui est souverain et qui choisit si oui ou non il y a un intérêt parce qu'ils sont experts, tout simplement. Je mets cet élément-là pour dire que les critères qui sont ici sont quand même à l'appréciation des membres du jury qui seront présents. Cependant, il y a quand même une régularité sur ce qui est attendu en 3 phases. Un peu comme la construction de la candidature, ce qui est attendu tout d'abord, ça va être des éléments sur l'entreprise. Ce qui est attendu, c'est connaître un peu son histoire, sa maturité, tout ce qui peut être récompense ou distinction, tout ce qui peut apporter en fait autour de sa robustesse. Donc ça peut être aussi par son éthique, sa santé financière, ses investisseurs. En fait, c'est tout un ensemble d'éléments qui permettent de montrer que c'est pas quelque chose qui a été créé hier soir dans un garage et qui a une technologie qui est pas terrible. Le but, c'est de montrer aussi toute la robustesse et la possibilité d'aller proposer des solutions aux professionnels de santé, aux patients, aux établissements, etc. Ça passe aussi par son équipe. Son équipe, ça, on va regarder sa composition, sa diversité, les gens qui sont présents, les gens qui accompagnent aussi tout ce qui est comité scientifique, comité patient. On en voit de plus en plus, malheureusement peut-être pas encore assez, pour montrer que les patients sont impliqués dans le développement des idées et des solutions, tous les soutiens qu'il peut avoir et également tous les partenaires qui sont déjà présents, partenaires, clients. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, il y a déjà eu un use case qui a été déployé? Si oui, ben, avec qui, avec quel partenaire, peut-être avec quel client et comment ça s'est passé? Sur le volet plutôt de la solution, on va avoir des éléments qui vont être plus pratiques et plus sur l'efficience et l'efficacité. Donc, son intérêt médical, évidemment, on en parlait avec Imen tout à l'heure, c'est quelle est la proposition de valeur? Comment ça va s'insérer dans le parcours de soins, dans les besoins du patient, dans toute l'expérience du patient? Et comment ça va être adopté par l'usager? Quand on dit l'usager, ça peut être aussi bien le professionnel de santé, le patient, l'établissement, si c'est de l'organisation, peu importe.
On va aller chercher aussi des preuves d'impact et de la maturité de la sécurité. Ce pas des éléments qui vont être discriminants dans le sens où, comme on dit, pas parce qu'un projet n'a pas un certain niveau de TRL qui va être recalé. Mais par contre, ça va permettre de mieux apprécier la candidature et de comprendre si elle est un petit peu plus jeune, quels sont les éléments encore qui ont été validés, qu'est-ce qui reste encore à faire, et voir aussi le potentiel de la solution. La pérennité, évidemment, c'est comment on va réfléchir sur du plus long terme. Et ça, on va le mettre en avant dans la présentation des candidatures, mais un élément hyper important, c'est le business model ou le modèle d'affaires qui est rattaché à la solution. Comment on va réfléchir sur du moyen, long terme à l'utilisation de la solution, puisque tout simplement, faire des expérimentations financées avec quelques appels à projets, ça va un temps, mais réfléchir à un business model plus pérenne a son importance. Et pour le coup, lui est vraiment un élément qui est vraiment très, très regardé par les membres du jury. L'objectif, évidemment, c'est de ne pas avoir un caillou lancé dans l'eau et plus rien avoir derrière et se retrouver quand même avec des solutions qui seront les champions de demain ou C'est ce les qu'on veut petits faire. champions si c'est C'est ce qu'on veut faire émerger. mais voilà. Enfin, sur la solution, un aspect aussi RSE, qui est plutôt un élément qui est fil rouge sur l'ensemble, de voir aussi quel est son impact sur l'environnement, le social, le sociétal, etc. Enfin, sur le projet, et on passera après à comment candidater, le projet par rapport à tout ce qu'on a vu un petit peu plus haut, c'est comment il se structure en regard de l'entreprise qui le porte et de la solution qui, qui le fait tourner, qui est le moteur. Euh, en quoi il est en adéquation avec les besoins qui ont été identifiés, avec les thématiques qui sont proposées et les partenaires qui sont reliés à Coalition. Quels sont les projets de collaboration qu'il va y avoir derrière? Tout simplement, comme on l'a dit, le but, c'est pas juste de prendre un projet, de lui donner un chèque et qu'il s'en aille comme ça. C'est de créer vraiment une collaboration, un ensemble avec des partenaires établissements, des partenaires assos de patients, des partenaires d'institutions, etc. et aussi des industriels. Et enfin, tout le soutien qui est attendu, voir aussi si les membres de Coalition X sont en capacité Voilà. de pouvoir le fournir, tout simplement, et sont en phase avec ce qui est attendu. Voilà. Alors, demander du soutien. Évidemment, si vous dites, je suis en train de développer, j'ai besoin de plein de choses, etc., peut-être qu'on ne sera pas capable, mais comme l'a dit Imen tout à l'heure, les HL ont des possibilités, plein d'hôpitaux ont des possibilités, les industriels peuvent donner un peu d'argent. Il faut que ce soit, quand même assez, malgré tout, que ce soit quand même assez avancé, comme on l'a dit, pour que le soutien qu'on peut vous apporter soit suffisamment de valeur. On continue les questions? On continue les questions. Il y a des questions qui sont exactement sur ce sujet. Je vais revenir en diapo à l'arrière. Parfait. Alors, je la fais apparaître comme ça à tout le monde à l'écran. Donc, bonjour. Est-ce que les projets au stade de MVP ou de Alors, prototype peuvent candidater? je vais juste dire bonjour à Élise, parce que je trouve que je connais Élise, donc Qui pose la question? ça me fait plaisir de l'avoir. Est-ce que les projets au stade de MVP ou de prototype peuvent candidater? C'est ce qu'on vient de dire, Élise. C'est si tu as un projet qui est très très jeune et qui n'est pas du tout robuste, etc., peut-être attends l'année prochaine. Si c'est un prototype qui a déjà, qui fonctionne bien, etc., ça peut être intéressant et qui a le soutien, et qui commence à avoir des soutiens, que ce soit des soutiens de médecins, de professionnels, etc., et qui correspond à une demande importante, tu peux le présenter. Mais Il y a eu si des c'est projets vraiment, jeunes. voilà, il y a eu des projets, on a sorti des projets jeunes. Maintenant, si c'est quelque chose qui est vraiment trop jeune, C'est plus compliqué d'adresser des réponses. voilà, Ouais. ça sera plus difficile. Euh, N'hésite pas à me mettre un petit mot si tu veux. dans le même style, on a bonjour, notre projet n'est pas encore déployé en études cliniques et procédures d'obtention de marquage CE. Sous combien de temps pour être éligible? Alors, il n'y a pas un temps obligatoire. C'est pas si vous faites 6 mois et un jour, c'est ric-rac, c'est fini. Cependant, il faut quand même qu'il puisse être déployé dans un délai assez court et que voilà, le déploiement auprès des patients. Je ne sais pas si la question c'est celle-là, la question de M. Lopez, là, c'est
Notre projet n'est pas encore déployé en études cliniques et procédure d'obtention de marquage CE. Ça veut dire que pour l'instant, votre solution, Ah, elle est encore. Pardon, je l'avais mal. elle est en études cliniques et on est dans la procédure d'obtention, donc ça met du temps, etc., les organismes notifiés, tout ça. Sous combien de temps donc, doit-il être déployé, ce que vous appelez être déployé, c'est-à-dire être prêt, Prêt à déployer, ouais. prêt à déployer pour être éligible? Non, s'il n'est pas encore complètement terminé, mais que vous êtes en cours de faire tout ça, c'est tout à fait possible de vous De commencer à avancer, oui. oui, oui, de vous présenter, de présenter votre projet, de faire acte de candidature, et même s'il présente plein d'intérêts, il sera regardé de très près. Et le fait de se dire que vous êtes dans un processus d'études cliniques et de marquage CE, évidemment, sera intéressant quand même, hein, bien entendu, hein. Alors, ceux qui sont déjà marqués ou qui ont déjà fait une étude clinique, c'est bien aussi. Mais si vous êtes dans ce processus, c'est très bien. Alors, on a une question sur comment est pris en compte la situation financière de l'entreprise, les comptes 2022, 2023, capitaux propres, etc. En fait, il n'y a, il y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin d'avoir l'état des lieux des comptes précisément structurés, etc. Cependant, c'est quand même intéressant d'avoir une photo globale de ce qui se passe. Le but, c'est que les comptes ne vont pas être analysés et décryptés ligne par ligne, mais par contre comprendre que si vous êtes une startup, il y a eu des levées de fonds, ou il y a une levée de fonds peut-être qui est en cours, Ouais. quels sont les éléments financiers qui vous ont peut-être aidé à arriver jusqu'ici? Par exemple, est-ce que c'est la startup ou le projet est issu d'un appel à projet différent qui peut venir de la recherche ou qui peut Ouais. venir d'un Mais, incubateur. mais C'est d'une façon générale, tout ce que vous pouvez mettre sur ce genre de choses, et qui donne confiance, hein, à la fin, c'est toujours la même idée, hein, c'est comme la qualité de l'équipe, la qualité de la solution, etc. Tout ce qui peut donner confiance, il faut pas hésiter à le mettre, hein. Mmh. Donc, comment est pris en compte? C'est pris en compte, ça c'est clair et net. La situation financière, on la regarde. Et si vous avez des éléments qui sont de nature à donner confiance, mettez-les, hein, surtout. Voilà. Dans dans le même sujet, on a une question, alors un petit peu plus, heu, Non, alors c'est alors Coralie là. hop là, oui, on l'a là. Bonjour, quelles sont les modalités de financement, subvention, le pourcentage de budget total, si nous sommes lauréats, 100%. OK, Alors, c'est effectivement une très bonne question. une très bonne question. Donc, hem, si vous êtes lauréat, ça veut dire que à la fois un établissement de santé, au moins un établissement de santé et au moins un industriel, vous aura choisi. L'industriel soutenant financièrement le projet de déploiement, dans l'établissement de L'établissement. santé qui vous aura choisi. Donc, hem, ça veut dire que vous direz: «Ben voilà, Heu, vous direz: «Moi, j'aimerais faire ça et ça avec un établissement dans le cadre d'un déploiement». L'établissement va vous dire: «Oui, bon, alors, voilà, nous, ce qu'on aimerait plutôt, c'est ça et ça». Donc, vous allez vous entendre sur, ce que vous voulez faire Oui, ensemble la et structuration du projet. l'industriel va dire: «Ben, voilà, OK, le projet, c'est celui-là et moi, je suis prêt à mettre tant sur le projet». Ça peut être tout ou une partie du financement. Donc c'est un financement de projet, c'est-à-dire c'est comme si vous vendiez, à quelqu'un votre solution. Voilà. Donc c'est pas une subvention pour vous permettre de faire, d'acheter des tables et des chaises ou de faire, d'embaucher un nouveau de CTO. C'est, vraiment, de Ça va prendre l'argent un qui vous projet, ouais. c'est de l'argent qui vous est donné pour, déployer le projet. Voilà, donc ça couvre vos frais de licence, vos frais éventuellement de personnel, de déploiement et cetera. Le temps que vous allez passer, tout ça, voilà, ça couvre vos frais. Donc vous allez donner et évidemment le coût des licences s'il y en a, le coût du logiciel. Donc vous allez donner un prix et ce prix va être couvert tout ou partie et vous verrez à ce moment-là si, avec l'argent que, le ou les industriels est prêt à donner, ça vous convient et ça vous permet de faire, le projet, que l'hôpital attend de vous. S'il n'y a pas assez d'argent, ça peut arriver parfois que l'industriel dise: «Bah, oui, alors le projet il va coûter, je sais pas moi, 50 000 €, mais moi je suis prêt à en mettre 30 000». À ce moment-là, soit vous dites: «Bon OK, je comble le reste», soit vous dites, «Bon OK, ben, on diminue un peu le scope du projet» Ou on peut aller chercher ailleurs d'autres ou on financements peut ailleurs. chercher d'autres financements. Voilà. Mais c'est pas, une subvention au sens où on vous donne de l'argent pour que vous fassiez, des activités qui ne sont pas en lien avec un client, c'est en lien avec le client final qui se trouve être l'établissement hospitalier. Et note importante aussi, ce n'est pas, de la prise de capital.
Et ce n'est pas de la prise de capital, exactement. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que ça vous permet, qu'est-ce que vous y gagnez, hein, puisque vous dites, si nous sommes le RA, que nous apporte concrètement l'appel à projet, qu'est-ce que vous y gagnez? D'abord, vous avez un client supplémentaire, hein, qui est un hôpital qui aura déployé, Ou plusieurs ou d'ailleurs. plusieurs qui auront déployé sous forme de prototype ou pour le garder derrière. Vous aurez quand même beaucoup de visibilité parce que tous les établissements membres et même les non-membres et puis les industriels vous auront vu passer, etc. Vous pourrez dire j'ai été lauréat de Coalition Next et beaucoup de lauréats de Coalition Next sont aujourd'hui des entreprises que vous connaissez, hein, Calmedica, Curity, Résilience, euh, euh, comment Hospitalique, Hospitalier qui ont été rachetés, Cutie qui a Beautycare. été racheté par Résilience, etc., etc. Il y en a quand même beaucoup, Biosensi, bon, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui des TPE ou des PME qui fonctionnent, hein, et donc qui ont utilisé Ce mécanisme. voilà, l'appel à projet pour se faire connaître. Voilà, donc franchement, voilà ce que vous allez. Peut-être avant la prochaine vague de questions, passer très rapidement sur les phases de sélection. Donc, vous les retrouvez encore une fois sur la partie Alors, du guide de candidature. cette question-là auquel on n'a pas répondu Tout encore. à fait. D'accord. On le fait, sur la partie sélection, donc comme on l'a explicité, un jury d'abord sur dossier composé de différentes parties prenantes qui vont être industriels, établissements, observateurs, à chaque fois avec un jury qui représente tous les membres de coalition. Et un pitch deck, je vous laisserai prendre connaissance encore une fois sur le guide de candidature où vous pouvez retrouver toutes les informations. Avant de passer à comment candidater, il y a une ou deux questions sur comment candidater. On va prendre encore un volet de questions. Alors, on a répondu à celui du modèle de financement. Alors, je les prends comme elles viennent. Bonjour, si notre innovation répond aux grandes thématiques, donc prévention, parcours de soins, etc., faut-il nécessairement répondre aux thématiques médicales ou est-ce une priorisation? Un peu des deux. En fait, les thématiques, elles sont réfléchies pour être en lien avec les besoins et les attentes priorisées des membres de coalition, donc établissements industriels, institutions, etc. Mais effectivement, il y a un scope de pathologie qui est intéressant, tout simplement parce que c'est les pathologies ou c'est les aires thérapeutiques qui correspondent aux priorités des établissements. Effectivement, si on est dans une maladie rare extrêmement précise qui, certes, a des besoins, mais que dans Coalition Next, aucun industriel ne se lie à cette pathologie, aucun établissement n'est ni centre de référence ou n'a de praticiens dessus, ça va être plus compliqué de l'adresser tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens de la mettre en place. Donc, il faut quand même avoir une composante sur la thématique, mais par contre, sur des sujets qui vont être transverses, on peut tout à fait réfléchir à être sur de la prévention et répondre, on va dire, en effet secondaire sur les différentes thématiques. Mais il faut quand même qu'il y ait un certain lien entre les deux et un lien entre les deux scopes. Cependant, comme c'est dit, ça va être une priorisation. Il y a des membres qui sont des CLCC, il y a Unicancer, il y a des spécialistes de l'oncologie. Donc évidemment, un sujet qui répond à un parcours de soins sur l'oncologie risque potentiellement plus d'intéresser les professionnels et les organisations qui sont présentes. Par exemple. Voilà. Mais si vous avez d'autres aires thérapeutiques, hein, C'est pas exclu. au contraire, hein, voilà. Et si ça répond à une grande thématique, par exemple, de prévention dans, je sais pas, de la nutrition, etc., et que ça va toucher plein d'aires thérapeutiques, n'hésitez pas non plus, hein, bien sûr. Oula, il y a plein de questions qui se rajoutent petit à petit. Alors, On l'a vu, Emmanuel Gauthier, on l'a pas vu. non. Alors, le déploiement se fera obligatoirement au sein d'une structure hospitalière ou peut-il se faire au sein d'une structure industrielle? Ça dépend de la solution. Il peut y avoir des solutions qui répondent à des besoins industriels et qui seront déployées chez des industriels. Ça dépend de l'usager final. Ce que propose Coalition, c'est des structures hospitalières, des structures industrielles, peu de structures de ville. Donc, si c'est déployé auprès d'une structure de ville, préférentiellement, il faudra arriver avec des partenaires déjà identifiés ou en tout cas des premières bases. Mais c'est tout à fait possible de déployer chez un industriel.
Merci pour. Combien y aura-t-il d'ateliers? Confirmez-vous que vous pouvez. Alors, pardon. Est-ce qu'ils peuvent se dérouler en visio? Oui. Combien y a-t-il d'ateliers? C'est variable. C'est totalement lié au projet, aux attentes. Il y a, chaque année, il y a plein d'ateliers qui se font. Il y a des structures qui, finalement, en rentrant après avec un atelier avec des industriels, des établissements, d'autres partenaires, finissent par finalement pas trouver, même au bout de plusieurs fois, on va dire d'atomes crochus, et qui mènent malheureusement à rien. Donc ça peut être très variable et des fois, il y a des ateliers, au bout de 2 rencontres, le projet est goupillé sur les rails et en avant. Ouais. Euh, Alors, Sabrina pose une question. alors, bon, si j'ai bien compris, l'on avait décidé un accompagnement de 6 mois pour déployer la solution au sein des solutions. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, Sabrina. Merci pour la question. Pas tout à fait. En fait, durant 6 mois, mais ça peut être plus ou moins long d'ailleurs, il y a des ateliers à intervalles réguliers qui sont organisés. L'objectif, c'est qu'une fois que la sélection a été faite sur le dossier et puis sur pitch, toutes les structures intéressées par le projet, la solution et les éléments présentés vont se mettre autour de la table, autour d'une table virtuelle sur Zoom par visio. Et l'objectif, ça va être de comprendre, de mieux appréhender. Également, il peut y avoir des personnes, on va dire, un petit peu plus loin dans l'établissement qui sont invitées. Par exemple, il n'y a pas forcément tous les médecins de tous les services qui sont présents dans les pitchs de coalition, mais par contre, un établissement qui identifie une solution qui répond à un besoin peut très bien se dire, ben voilà, lors des ateliers, on va mettre en relation avec le chef de service ou les personnes qui vont être concernées pour pouvoir avancer sur le projet avec les personnes qui vont être les mains dans le projet et qui vont le réaliser. Donc, ce n'est pas tout à fait un accompagnement, c'est plutôt durant 6 mois, ou moins ou plus, il va y avoir des ateliers à intervalles réguliers pour mettre en place le déploiement du projet. Alors, bah, au final, il y a beaucoup de questions, donc on prend un petit peu sur le comment candidater qu'on verra rapidement. Mais que recherchent les industriels en échange du financement apporté? Alors, c'est une très bonne question. C'est attendu dans le comment On candidater. le voit parce qu'on ne voit pas à l'écran. Bon, c'est pas Alors, grave. on l'a ici. Voilà, d'accord. Donc, que recherchent les industriels en échange des financements apportés? Alors, les industriels, qu'est-ce qu'il y a? On a expliqué qu'est-ce qu'il y avait pour les startups, on a un peu expliqué qu'est-ce qu'il y avait pour les hôpitaux, qu'est-ce qu'il y a pour les industriels. Les industriels, effectivement, ils vont vous demander des contreparties du style De la visibilité. de la visibilité, expliquez bien que c'est grâce à nous que vous pouvez déployer cette solution, etc., etc. Donc, ça va être dans la communication, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ils vont vous dire, par exemple, vous récupérez des données, évidemment des données complètement anonymes, bien entendu, ou des données agrégées et anonymes. Donc, par exemple, tant de personnes, tant de patients ou tant de médecins utilisent ma solution. Ils ont gagné tant de temps aussi, c'est des médecins. Ou alors, on a une file active de tant de patients maintenant. On a réussi à faire ci et ça. Voilà, ça nous permet d'avoir des données, je sais pas, longitudinales sur les 6 mois ou les 12 mois de l'expérimentation, etc., etc. Donc, voilà, c'est ce genre de choses, évidemment, en fonction de votre solution que je connais pas, que les industriels vont vous demander quelque chose. Pour eux, ça leur permet de bien comprendre comment votre solution fonctionne, qu'est-ce qu'elle amène, qu'est-ce qu'elle apporte, Le parcours de soins le qui est parcours lié qu'il y a à. derrière, enfin ce que vous voulez, et quelle utilité ou quelles informations ils peuvent en tirer. Évidemment, dans le respect absolu de la loi et de la législation en vigueur. Et bien entendu, on y veille et eux aussi. Alors, faut-il être explicite sur notre besoin? Nous voulons un financement de X industriel pour un déploiement dans Y établissement. Oui, On peut, bien sûr. on peut. Peut-être ne pas être très, on va dire, très verrouillé sur on veut tel nombre d'industriels, tel nombre d'établissements, mais ça peut être aussi en fait la marge de manœuvre qui est possible, c'est de se dire voilà, on peut tout à fait déployer sur 3 établissements, ça demandera peut-être X industriels qui sont présents, ou sinon on peut réfléchir aussi à avoir des projets, enfin un projet qui est modulo un certain nombre de partenaires pour pouvoir fonctionner. Soyez explicite sur les besoins, mais soyez pas non plus bloqué ou bloquant sur il faut absolument que ça soit comme ça.
lors des ateliers, c'est aussi le but de comprendre comment le projet peut être redimensionné, si on veut faire quelque chose de plus grand ou peut-être plus pointu, ou aller chercher d'autres éléments. Mais par contre, effectivement, il faut expliquer les besoins et se dire, ben voilà, nous, si on veut déployer dans 2 établissements, il faut à minima tel budget, il faut à minima telle compétence, il faut que ça soit structuré de cette façon, etc. Hop là. Bon. Julien, encore moi, désolé. Pas de Non, soyez pas souci. désolé, hein, posez toutes les questions. Nous travaillons sur la prévention et dépistage toute pathologie en médecine de soins primaires, donc D'accord, beaucoup de prévention primaire et un peu de prévention secondaire. très bien. Nous sommes Je nous en sens hors scope pour scope. Lux 2. Non, pas vraiment, parce que là, on va dire que si vous travaillez sur la vaccination, par exemple, ou la prévention, le dépistage, il n'y a pas de problème, hein. Simplement possible avec ce Sauf travail, que- efficience organisationnelle, très bien. Sommes sur l'efficience de la médecine de soins primaires, pas des hôpitaux. Nous sommes déjà associés à une large communauté de médecins généralistes avec des études cliniques en cours. Puis-je avoir votre avis sur la pertinence d'une soumission? Ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent si Nous contacter. ouais, nous contacter, je dirais, voilà, nous contacter en MP. Ben, oui, On pourra vous prendre nous le temps. expliquez-nous un petit peu plus de quoi il s'agit, peut-être pas là maintenant, mais on prendra le temps de D'échanger répondre ensemble. plus particulièrement à votre question. En tout cas, merci pour la question et ça a l'air très intéressant. Mais c'est vrai que ça peut être très dépendant des projets Oui. divers et variés. Merci, Alors, avec plaisir. Alors avant la question sur le support vidéo, puisqu'on va l'aborder, qu'en est-il des solutions organisationnelles de soins, qui sont ubiquitaires et donc indépendantes d'une aire thérapeutique particulière? Est-ce éligible? oui, Bien sûr, oui, évidemment. tout à fait. C'est même encore mieux. Ah, si, on peut demander à Imen, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'une solution d'amélioration organisationnelle qui n'est pas spécifique à telle ou telle pathologie Peut avoir un intérêt. peut intéresser les eaux spécifiques de Lyon? Ah, mais complètement, complètement. Complètement, on est dans l'innovation tout horizon et l'innovation managériale, d'organisationnel, c'est des choses qui nous intéressent de plus en plus, notamment depuis la mise en place de la direction de l'innovation. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'efficience du système hospitalier et des établissements, et là, on est complètement dans le scope. Donc, curieuse de voir tout ça. Ah, et on a Luc Lepape qui intervient en Donc, questions-réponses et qui Luc dit Lepape, c'est qui est- idem pour le CHU de voilà. Brest. Donc, Il est au CHU de Brest, Luc, hein. voilà, Voilà. direction Merci, de Luc. l'innovation de Win au CHU de Brest qui est aussi en ce sens. Donc, parfaitement raccord. Pour répondre à la dernière question, je vais très rapidement passer en revue le comment candidater. On a eu beaucoup de questions, donc merci beaucoup. On dépasse un tout petit peu, mais on va bientôt clôturer ce webinaire. Très rapidement, voir comment on candidate à l'appel à projet. C'est très simple. 3 étapes, un formulaire, un dossier, un diaporama et une vidéo. Le formulaire, vous pouvez le retrouver directement sur le site internet et ce dernier inclut l'ajout de documents, donc PPT, PDF et vidéo à la fin. Donc le formulaire, il est somme toute assez simple. Il reprend les grands éléments. Ça va être tous les éléments qui vont être liés à l'entreprise, à la personne de point of contact, avec tout l'administratif et également, ce que l'on disait tout à l'heure, toute cette image de où est-ce que vous en êtes. Donc il y a plusieurs questions sur est-ce que vous êtes en cours de marquage CE? Est-ce que vous avez fait des levées? Quelle est la description de votre solution? Il faut garder en tête que les éléments que vous répondez là vont servir d'une manière administrative d'un côté, mais vont aussi être un peu votre fiche d'identité de projet avant de se lancer dans la partie lecture des diaporamas. Donc, n'hésitez pas à être clair, concis, que l'on comprenne en un coup d'œil ce que vous faites. Pour le coup, le formulaire, il est assez simple et il n'y aura pas trop de problèmes à remplir. Par contre, essayez de le faire à chaque fois synthétique, puisque plus on a d'éléments qui sont simples à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais lu votre dossier et qui ne connaît pas votre solution, plus ce sera efficace. Sur la partie présentation, PDF, PPT, comme j'ai dit, vous pouvez le faire à votre gré. PDF, c'est très très bien, ça nous permet d'y avoir facilement accès. Il y a des contraintes de forme, police de caractère 14, pour pas plus de 14 pages, tout simplement pour faciliter le travail des évaluateurs. Comme vous pouvez l'imaginer, ils ont beaucoup de dossiers à lire. Plus vous aurez un dossier qui est évident, simple à lire, compréhensible,
mieux ça marchera. C'est malheureusement les règles du jeu d'un appel à projet. C'est aussi que l'on est confronté à plein d'autres solutions. Donc, il faut pouvoir se distinguer et être compris. Et le meilleur moyen, c'est quand même de faire quelque chose qui est très compréhensible et très facile à lire. Sur le contenu, vous retrouvez dans le guide de candidature des éléments, et je vais me permettre de rajouter en complément dans ce document ceci. Vous avez une petite checklist que vous retrouvez dans le guide de candidature. On a fait quelque chose d'encore plus simple cette fois-ci pour permettre encore plus la compréhension. C'est quel est le slide deck idéal. Peut-être qu'il faudra faire une marque déposée après pour comment faire un slide deck idéal. C'est qu'est-ce qui sont attendus. Alors évidemment, il peut y avoir plus d'éléments, mais c'est au moins le b.a.-ba de ce qui est attendu pour une présentation slide deck. Présentation de l'entreprise, sa timeline, sa compréhension, son équipe. J'ai la caméra devant, donc je ne vois pas le dernier. Le succès des projets. De toute façon, c'est des éléments qu'on vous a déjà détaillés plus haut. Mais les besoins et la problématique qui est répondue, et comment on décrit clairement sa solution et sa valeur ajoutée, son fonctionnement, ses caractéristiques techniques. Très important, les deux diapositives du milieu, le business model et l'analyse concurrentielle. C'est comment vous évoluez dans quel milieu, quels sont les partenaires et les concurrents autour, et comment vous créez un business model. Très souvent, on a des très, très beaux projets, mais qui n'ont aucune idée de comment ils vont se pérenniser et comment ils vont avoir un business model fonctionnel pour les années à venir. Ça, c'est très dommage. Ça ne veut pas dire que votre business model est fixe, mais ça veut dire que vous y avez déjà réfléchi, que vous avez des idées. Sur le projet, pareil, il faut une description du cas d'usage ou de qu'est-ce que vous allez déployer, comment ça va être déployé, pourquoi. Si vous faites un projet, il faut que nous, on comprenne à quel pain point dans le parcours de soins ou dans la pathologie vous répondez, à quel problème vous rencontrent les patients, les professionnels de santé ou autres. Sinon, on ne pourra pas forcément l'identifier. Enfin, qui sont les partenaires? Une timeline idéale, les indicateurs, comme on l'a dit, très important de voir qu'est-ce qu'on va aller regarder quand on va faire le projet. Et enfin, en 2 diapositives, à minima, les conditions de réussite, donc ce que vous attendez de Coalition Next, et évidemment les contreparties, donc ce que vous proposez et rendez possible pour Coalition Next derrière et les partenaires qui y sont. Pour répondre à la question qui avait été posée sur la partie des vidéos, c'est qu'attendez-vous sur le support vidéo? En fait, il y a une petite vidéo à faire tout simplement, ça a été introduit l'année dernière si je me souviens bien, où on avait des très, très beaux dossiers, mais c'était sympa d'avoir aussi la personne qui est derrière et les humains tout simplement qui sont présents derrière. Donc il n'y a pas de grand attendu technique. On ne demande pas une vidéo avec des effets sonores, etc. Même, on a eu des très très bonnes vidéos qui étaient avec un face caméra sur un téléphone portable, mais on veut quelque chose qui donne envie, donne envie, qui 1 minute explique pour vite fait. comprendre, c'est Voilà. ça. Quel est votre projet? Pourquoi il faudrait le mettre et pourquoi ça répond à une problématique? Et pourquoi, alors, comment les membres de Questionnaire peuvent avoir confiance, mais c'est si, pourquoi on devrait vous faire confiance? Pourquoi votre solution est la meilleure? C'est Voilà. tout simplement cet élément. Quel format conseillez-vous pour la présentation? Plutôt format deck ou dossier écrit? Format deck. 1000 fois format deck, pas de dossier écrit s'il vous plaît. Prenez soin des yeux de nos pauvres membres du jury. Un format slide deck, on peut faire avec une très très belle schématisation des éléments extrêmement bien, extrêmement clairs pour comprendre à quel état du parcours de soins on se situe, pour comprendre l'analyse concurrentielle, le business model. Un slide deck, s'il vous plaît, ça sera bien mieux. Également, conseillez-vous de citer les partenaires coalition que nous avons identifiés? Alors, ça, c'est une question très importante. À faire attention avec ça. Pas mal de partenaires n'aiment pas forcément que leur logo apparaisse sur des présentations alors qu'ils ont jamais, enfin, ils vous connaissent pour aucune raison. Vous pouvez identifier des partenaires qui peuvent vous intéresser, mais à faire attention que ça ne soit pas compris comme c'est ce partenaire avec qui on travaille déjà. Ça peut être tendancieux. Donc, peut-être vous pouvez identifier les partenaires que vous souhaitez intégrer ou les partenaires que vous pouvez, qui peuvent être très intéressés par votre solution. C'est ça. Par contre, faites toujours attention avec l'utilisation de leur identité visuelle. Mentionnez-le ou mettez en gros, en gras, que c'est dans le cadre de coalition, vous identifiez potentiellement ce partenaire. Comment présenter un projet monté en consortium? Enfin, il y a plusieurs entreprises qui se coordonnent pour répondre aux problèmes adressés.
On ne peut pas poser une diapo par entreprise. Non, alors vous pouvez présenter le consortium tout simplement. À la limite, ce qui sera plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette collaboration est intéressante, avoir peut-être moins d'informations sur les différentes entreprises précisément, mais comprendre que c'est le consortium qui porte diverses solutions. Et dans ce cas précis, c'est pas très grave de dépasser d'une slide ou deux si les slides sont qualitatives et s'il y a vraiment ce côté consortium. Donc, pas trop. Il faut donner des règles, mais ce n'est pas pour ça que vous serez exclu si le projet est extrêmement bien. Mais par contre, évidemment, si c'est pas parce que c'est un projet porté en consortium qu'il faut faire x2 sur les diapositives et avoir un slide deck de plus de 30 pages. Nicolas, Mais oui, Imen, bien sûr. si je peux me permettre, après, et n'oublions pas qu'il y a le pitch deck, le pitch day, etc. Il y a d'autres sessions complémentaires où on peut creuser des informations qui peuvent nous intéresser aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Enfin, y a-t-il une tolérance sur le temps de la vidéo? Nous avons une qui fait 2 minutes et qui est très difficile à couper le budget. Bien sûr, si la Pas plus vidéo de 2 minutes. répond, oui, non, c'est pas parce que ça fait 1 minute et 1 seconde, il n'y a pas de souci. Il faut par contre que la vidéo réponde aux attentes, à ce qui a fait. Et faites attention, des fois, ça prend moins de temps de faire une vidéo, comme je disais, face téléphone pour répondre à quelques questions, que d'utiliser une vidéo toute prête qui finalement a peu de sens et peu de valeur pour les membres de coalition qui derrière veulent plutôt comprendre qui se cache derrière ce projet que juste voir une vidéo présentation commerciale qui peut être parfois moins appréciée. On arrive au bout des questions. Je suis navré pour ce petit dépassement, mais bon, c'était important de répondre à toutes les questions et évidemment, on reste disponible par mail. Pour conclure, je laisserai bien Imen des HCL. Donc, si tu veux bien conclure sur ce webinaire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne sais pas s'il y a un élément à retenir de tout cela. Bah, je pense que vous avez tout dit et je vous remercie pour cette présentation très claire. Même moi, j'ai appris des choses, hein. C'est très intéressant. En fait, si j'ai une chose à dire aux candidats, c'est soyez ambitieux et racontez-nous votre histoire, tout simplement. Racontez-nous votre projet, faites-nous rêver. Et c'est bien de se projeter, de projeter tout le système avec vous. Donc, n'hésitez pas. Bien, merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. S'il y a des questions subsidiaires qui restent, par mail, par message sur les réseaux sociaux, nous serons là pour y répondre. On mettra même en contact avec les structures qui peuvent être intéressées, qui peuvent répondre mieux que nous, avec plaisir. Passez tous une très bonne journée. Merci beaucoup, Imen, pour ta participation et tes Merci. réponses très pertinentes sur ce qui est attendu par un établissement de soins. Avec plaisir. Et on sera ravis de répondre s'il y a d'autres questions qui persistent après cela. On se donne rendez-vous le 31 pour la clôture des candidatures. Et Continuez à regarder notre site, continuez à regarder les- notre page LinkedIn pour avoir d'autres informations et puis n'hésitez pas à nous mettre des messages. merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Imen. Au revoir.